Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons Marc Daguerre, responsable, fondateur de Daguerre de DT Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Marc. Alors, on va dire un mot du CAC 40, le CAC 40 qui est en baisse, qui accélère un petit peu à la baisse là ce matin. On a oscillé toujours vers les 4450 depuis ce matin. Et là, on rebaisse, on est moins 1,31%, 4421. Vous pensez que le courant baissier, et là, les vendeurs sont majoritaires sur les indices européens? Oui, alors là, je voudrais qu'on fasse un point sur deux choses assez importantes là. D'abord, effectivement, depuis cette chute violente du mois d'août, suite à la décision de la banque chinoise de dévaluer le yuan, on est dans un rebond quand même, mais un rebond totalement erratique avec des tergiversations permanentes. On voit une grande volatilité, on voit des journées comme on a eu à vendredi à plus 3%. Mais cette journée est venue après toute une semaine de baisse. Et là, à nouveau, cette hausse de vendredi qui est infirmée en fait par une baisse aujourd'hui. Et on voit que malgré tout, le rebond commence à perdre, comme on le voit sur le graphique, à perdre de son ampleur. Maintenant, il faudrait voir deux choses qui sont importantes. D'abord, si on peut resserrer le graphe, c'est-à-dire le voir sur le plus long terme, dans l'autre sens, voilà, on va voir une chose qui est quand même assez importante malgré tout. C'est que voilà, si on prend les points, vous voyez tous ces points bas qui ont eu lieu les étés précédents, ils s'appuient sur une forme d'oblique en place depuis pratiquement 2011, qui est l'oblique, qui est en fait la borne inférieure du canal au sein duquel évolue le CAC depuis la même période. Alors évidemment, c'est pas suffisant pour se dire que ça va être suffisamment solide, mais c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte, pour éventuellement envisager un scénario haussier. C'est la seule chose qui reste encore pour moi techniquement possible dans ce sens-là, parce qu'effectivement la baisse qu'on a depuis cet été est assez violente. Mais ce que je voulais voir aussi par rapport à ça, c'est que ces supports-là, vous les avez sur l'ensemble des indices, soit sur des canaux, soit sur des obliques, etc. Et c'est, je pense, ce qui aujourd'hui nous permet encore un tout petit peu d'avoir un peu d'espoir. Mais ce que je voulais voir justement à travers ça, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait depuis 2011 que les marchés montent, malgré tout, sont dans les tendances haussières. Ça fait depuis un moment qu'on parle de conjoncture économique difficile. Et ce que je voudrais relever là, dont on pourra parler également avec ce qui se passe aux États-Unis et la politique de la baisse des taux, c'est que les marchés ne vont pas forcément toujours dans le sens de l'économie réelle, mais plutôt dans le sens d'une économie justement virtuelle ou financière. C'est-à-dire que là, les marchés montent, mais l'économie va mal, et on craint une baisse des taux qui pourrait faire baisser les marchés, alors qu'une baisse des taux est une bonne nouvelle. Oui, d'un point de vue économique. Une hausse des taux est une bonne nouvelle d'un point de vue économique. Donc ça veut dire que les marchés ne reflètent pas forcément la réalité. Si moi, j'ai envie de dire, si on hausse les taux, c'est que dans le fond, l'économie va bien et que j'ai plutôt envie d'investir plutôt que de faire l'inverse. Mais ça reste effectivement assez intéressant. Donc là, pour vous répondre, oui, je pense que la baisse, il y a des gens qui sont là, qui sont craintifs, des gens qui sont prêts à vendre à la moindre petite graine dans l'engrenage. Je pense que ça peut effectivement, ce qu'on appelle, faire un breakout vers le bas et vendre de façon massive, ce qui ferait que les indices baisseraient assez violemment d'un seul coup. Mais pour l'instant, tant que ces supports sont encore là, à savoir autour des 4003 sur le CAC, je reste quand même prudent parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise haussière. Et cette semaine va être chargée en termes de statistiques aussi. Il y a des PMI, je crois qu'il y a le chômage américain en fin de semaine, donc restez encore prudent. Si on regarde à plus court terme, Marc, on a vu ce niveau des 4500 points, ce qu'on avait longtemps travaillé, il avait servi de support. Aujourd'hui, on peut dire qu'il fait office de résistance puisqu'il a été testé vendredi sans jamais être dépassé. Est-ce que pour vous, c'est un niveau que vous avez cherché à vendre? Vous êtes positionné à la vente sur ce niveau-là pour profiter ne serait-ce que d'un retour vers 4230, le plus bas du 24 août? Alors, très honnêtement, non. C'est quelque chose qui aurait pu se faire, mais moi, je suis dans une optique de balise de plus moyen terme, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sous les 4003 et tant qu'on n'est pas franchement au-dessus des 4006, je vais pas toucher au CAC. Voilà, en gros, et encore je dis 4006, c'est à court terme, mais à plus long terme, je pense qu'il faut dépasser les 4008. Donc en gros, tant qu'on est dans cette zone grise, on le voit très bien d'ailleurs, soit prenez n'importe qui aurait tradé le CAC là, depuis le rebond,
à moins qu'il ait eu une chance folle ou que ça soit. Je ne parle pas des intradayistes, hein, des gens qui font du scalping, mais pour les autres, comme moi, qui font du swing, c'est un peu aléatoire, quoi. Quand vous avez des journées à +3, -2, +2, -3, c'est un peu la roulette russe. Ouais, je pense que pour les gens qui font pas de l'intraday, oui. Après, pour les autres, je pense que c'est des bonnes opportunités. Quand il y a une volatilité comme ça et qu'on sait scalper intelligemment, je pense qu'il y a des choses à faire. Alors, quels sont justement les actifs sur lesquels on peut être positionné, justement, vu cette volatilité, si on est à l'écart du CAC, par exemple? Alors, quand on est dans une situation comme ça, c'est-à-dire que les indices sont un peu troubles, on a deux choses à faire. On regarde soit les autres classes d'actifs, effectivement, soit on regarde à l'intérieur même des actions s'il n'y a pas certaines actions qui ont malgré tout un potentiel de hausse ou de baisse plus important que d'autres. Parce que ce n'est pas parce que les indices en général vont baisser ou monter que chaque action va baisser ou monter. Là aujourd'hui, moi je regarde, alors on peut toujours regarder évidemment le Forex, le marché des devises qui lui est un peu indépendant légèrement indépendant, évidemment pas d'une politique de taux, mais vous avez toujours des paires qui sont jouables de temps en temps. Là aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire sur des paires majeures. L'euro-dollar est dans un canal, dans un rebond au sein d'un canal qui est très faible. Donc là encore, c'est pas l'actif idéal. En revanche, on peut regarder les métaux. Les métaux semblent avoir une configuration un peu plus intéressante. Pourquoi? Parce que, alors évidemment, on n'oublie pas que si jamais les marchés devaient arriver à baisser violemment, il y a des chances qu'on se réfugie vers les métaux précieux comme l'or, l'argent, etc. Mais comme on n'est pas encore dans une décision très tranchée sur les indices, il y a certains métaux qui ont encore un biais baissier assez intéressant. Je pensais au platine notamment, que j'avais regardé. L'argent étant dans un rebond, mais un rebond qui commence à faiblir un petit peu. Je crois qu'aujourd'hui ça perd 1% et quelques d'argent. Voilà. Donc là par exemple, l'argent, typiquement en termes de risk-reward, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que on n'a plus une marge vers le bas énorme. C'est-à-dire que, en gros, là, si on veut shorter cet actif-là, on a un stop facilement identifiable qu'on peut mettre sur les 15-20, 15-25, quelque chose comme ça. Et avoir un potentiel de baisse qui ramènerait l'once facilement au bas du grand wedge qui serait vers les 14, 13,5. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est en termes de ce que j'appelle risk-reward, c'est un trading intelligent. Ça ne veut pas dire qu'on aura raison à 100%, mais et là, par exemple, sur l'argent, donc sur le silver, on est déjà en baisse donc de pratiquement 1,8%, 1% oui. à 14,85. On peut se positionner sur le cours actuel là pour justement viser une plus forte baisse? Alors oui, alors la question c'est de savoir est-ce qu'on n'aurait pas dû plutôt le shorter avant. Alors vu le potentiel qu'on a, je pense effectivement que c'est pas complètement impossible de le shorter à ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que alors on a deux options. Soit on cherche à anticiper, c'est-à-dire à se dire oui ça va baisser et je préfère le faire maintenant plutôt que d'attendre que ça reperde 1% dans la semaine. Soit alors on préfère attendre une vraie validation et là tant qu'on est effectivement entre les 15,25 et les 14,75 on attend et peut-être dans ce cas-là se positionner à la hausse au-dessus des 15,25 et à la baisse au-dessous des 14,75, c'est une autre option. Il y a des gens qui préfèrent anticiper parce qu'ils ont une conviction dans la direction et d'autres qui préfèrent attendre un signal quitte à prendre le train en marche. Voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à anticiper en général. Ouais. Alors donc ça, c'était pour l'or et l'argent. Ouais. Vous nous avez dit également qu'il y avait des opportunités sur des actions. À quoi vous pensez? Alors, il faut regarder évidemment ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé de façon assez violente avec le cas Volkswagen. Il y a le secteur automobile qui a sévèrement subi les dommages collatéraux de ce qui s'est passé en Allemagne. Et là, il est intéressant de voir pourquoi, parce que quand on a des mouvements violents comme ça sur certaines valeurs, on arrive à des niveaux, ce que j'appelle des niveaux de balise intéressants. On est dans des marchés qui sont haussiers, on l'a dit, depuis 2011, et là, on a une valeur comme Volkswagen, qui a une valeur phare allemande qui perd 18%, je crois, le jour de l'annonce de la catastrophe, et qui arrive donc sur des niveaux de support qui vont être importants. C'est-à-dire que ces niveaux sur lesquels ils sont arrivés pratiquement en une journée, on aurait pu attendre longtemps qu'ils viennent être testés si on avait... Et donc là, il est intéressant de voir si on n'a pas des balises à surveiller qui feraient que si ces balises sont enfoncées, on va obtenir un potentiel de correction assez important. En revanche, si ces balises tiennent, ça veut dire que vu la baisse d'où l'on vient, on peut peut-être envisager un rebond assez intéressant. Voilà. Donc là... Vous pensez que c'est le moment, là, c'est pas encore un peu trop tôt? De quoi? Pour revenir justement sur ces valeurs. Ah non, moi je ne reviendrai pas là tout de suite. Vous me dites, en revanche, je surveille cette valeur-là assez précisément. C'est-à-dire que si on repart au-dessus des 120, 121 sur une valeur comme ça, après on a un potentiel qui va nous ramener au-dessus du gap déjà. Donc pour des swing traders comme moi, c'est quelque chose de largement profitable.
Voilà. Maintenant, oui, il est trop tôt pour savoir si sur du long terme, la valeur a atteint un point bas ou si la correction est plus importante à venir. Mais vous voyez, quand on a une baisse comme ça, ce qui est intéressant, c'est de jouer le rebond intermédiaire, par exemple. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc fondateur de DT Trading. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain, 10h, pour une nouvelle émission. On se quitte avec un point pédagogique. Quel facteur impacte le marché des actions? Vous aurez la réponse en images, suivi ensuite à 11h du Market Live. Très bonne journée, à demain.